sommet de la Terre tenu à Rio de Janeiro en 1992 et à l'accouchement de l'accord de Paris de 2015 que l'humanité a considéré à tort comme le tournant décisif pour baisser le réchauffement de la planète, la Terre ne s'est jamais autant mal portée au plan climatique. En témoigne d'ailleurs l'alerte des experts du GIEC. Et c'est dans ce climat anxiogène sur l'avenir de l'humanité que s'est tenue ici à Niamey la rencontre régionale des experts points focaux changement climatique et fonds vert climat de la Commission climat pour la région du Sahel. Cette réunion de haut niveau a pour ambition d'alerter les chefs d'État pour attirer leur attention sur leur engagement en faveur du climat. Mesdames, Messieurs, je reçois pour vous aujourd'hui le coordonnateur du cadre transitoire opérationnel CTO de la Commission climat pour la région du Sahel. Je rappelle qu'il est également le conseiller spécial climat du président de la République du Niger. Bonjour, Monsieur Issifi Boureima. Bonjour, Madame. Merci de nous recevoir ici à Niamey pour faire la lumière sur les actions de la Commission climat pour la région du Sahel. Je vous en prie, Madame. Je tiens aussi à vous remercier pour nous avoir donné cette occasion afin que nous nous présentions à l'adresse de votre public au lendemain des assises des experts points focaux de la Commission climat pour la région du Sahel. Assises qui s'est tenue ici à Niamey, comme vous le savez, le 9 et le 10 août 2021. Alors, le 26 février 2019, Monsieur le coordonnateur, s'est tenue ici même à Niamey la première conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Commission climat pour la région du Sahel, en abrégé CCRS. Présentez-nous brièvement cette commission qui est directement rattachée à la présidence de la République et dont vous êtes le coordonnateur. Merci, Madame. La Commission climat pour la région du Sahel, à l'instar de ces deux autres consorts, notamment la Commission de bassin du Congo et la Commission des États insulaires africains, et l'émanation en fait du sommet africain qui s'est tenu à l'initiative du roi du Maroc en marge de la COP 26, c'était en novembre 2016, le COP 22 du moins, c'était en novembre 2016, et ce sommet avait eu le mérite d'être appelé sommet africain à la faveur d'une convergence continentale. Au cours de ce sommet, en fait, ce qui était à l'initiative de l'organisation de ce sommet, c'est que les chefs d'État africains étaient arrivés sur la nécessité de s'accorder ensemble pour voir quelles sont les voies à entreprendre pour pouvoir créer les conditions de mettre en œuvre de façon efficace l'accord de Paris en Afrique. Et que les travaux qui ont conduit ce sommet ont abouti à la création de ces trois commissions, notamment celle du Sahel, dont la coordination, la présidence a été confiée à la République du Niger. Donc depuis janvier 2017, afin de donner l'empreinte juridique continentale à la création de ces trois commissions, l'Union africaine avait décidé en fait d'entériner toutes les décisions issues de ce sommet, notamment la création de ces trois commissions. Et donc depuis lors, 4 ans durant, sous l'enclenchement de ce processus, sous l'impulsion et le leadership de l'ancien président de la République du Niger, son Excellence Issoufou Mahamadou, qui en était en fait de facto son premier président, nous avons pu quand même capitaliser comme acquis au cours de ce processus la mise en place de toutes les instances politiques et suivi technique de cette commission. On peut déjà dire à l'opinion que le groupe d'experts de la commission a eu à se réunir pendant 5 fois, dont la dernière c'était le 9 et le 10. La réunion ministérielle qui réunit les ministres de l'Environnement et de l'ensemble des pays membres de la Commission s'est réunie 3 fois. Et il y a eu la conférence des chefs d'État qui s'est réunie le 25 février 2019, ici même à Niamey. Et au-delà aussi de l'aspect institutionnel et stratégique, on peut aussi noter que pendant l'opération de cette commission, nous avons pu quand même avoir la validation, l'adoption et la validation du moins du plan d'investissement climat pour la région du Sahel, qui constitue aujourd'hui l'instrument stratégique régional et qui balise en fait la conduite de la mise en œuvre de toutes les actions climatiques ici et dans la région du Sahel. Voilà en substance en fait ce qu'on peut dire de la Commission. Au-delà de ce plan, il faut dire que le plan est assorti aussi d'un programme régional pour catalyser les investissements dans la région du Sahel. En tenant compte de votre description, il faut retenir que la présidence de cette commission revient automatiquement au président de la République du Niger. Pourquoi ce choix? Oui, pourquoi ce choix sans être au secret, en fait, des chefs d'État lors de ce sommet? Humblement, nous pourrions juste
édifier l'opinion sur un certain nombre de repères qui pourraient justifier ce choix. D'abord, au niveau politique, on peut s'appuyer sur le fait qu'à l'époque, et comme toujours, la volonté politique qui est affichée par le Niger à travers le République de l'ancien président Issoufou Mahamadou, sur toutes ces questions liées au développement durable, au changement climatique, aux inégalités sociales, la question de la sécurité et autres. Vous vous rappelez, depuis 2011, le Niger a entrepris la mise en œuvre de sa nouvelle politique agricole appelée l'initiative 3N. La mise en œuvre d'initiative qui a permis en 5 ans, en 2011 et 2016, a déjà donné des résultats. Parce que, vous le savez, le Niger, à l'instant de tous les pays sahéliens, est caractérisé par quoi? La sécheresse, les crises alimentaires. Et que depuis son avènement au pouvoir, le président Issoufou à l'époque avait dit qu'il aimerait qu'il soit au Niger, que sécheresse ne soit plus synonyme de famine. Et la mise en œuvre de cette initiative a permis quand même de pouvoir créer les conditions d'atteindre ce pari. Et que ça, la communauté internationale, nous pourrions estimer qu'en reconnaissance avec ces efforts que le Niger a eu à fournir en 5 ans, pourrait expliquer en fait le fait que ça a été mis dans la balance pour justifier ce choix. Au-delà de ça aussi, à l'expérience du capital, le capital d'expérience du moins. Le Niger, depuis 1960, de par son environnement physique qui est défavorable, mais bien sûr, c'est-à-dire que l'environnement physique défavorable du Niger ne date pas de l'indépendance. L'histoire retient qu'au Niger, l'ancien territoire même colonial a vécu des sécheresses à l'instar des autres depuis 1908, on parle de 1936, jusqu'à l'avènement des indépendances, les sécheresses de 1973, qui ont expliqué même certains troubles sociopolitiques, tout ça. Et tout ça, la communauté internationale retient quand même que le Niger a toujours su se redresser, se relever. Surpasser ces obstacles. Effectivement. Et donc, je pense que notre point de vue, tout ça était à la base pour pouvoir faire ce choix. Parce qu'il n'y a aucun pays qu'on peut dire dans les rangs de ses frères pourrait être le plus indiqué. C'est juste un choix. Et le choix, il faut quand même qu'il y ait des repères sur ça. Au-delà de ça aussi, Niamey abrite la capitale du Niger, en fait, beaucoup de sièges des centres régionaux qui interviennent dans les changements climatiques, notamment l'Agrimet, notamment l'un des bras techniques du SILS, comment on appelle l'Agrimet, il y a l'ACMAD aussi. Donc l'ensemble de tous ces atouts politiques, stratégiques et même techniques pourraient être à la faveur en fait de ce choix. Alors, ça voudrait dire que vous détenez l'expertise nécessaire pour lutter contre les changements climatiques, certainement. Bien sûr, nous avons capitalisé. Et d'ailleurs, je peux vous dire, l'un des programmes régionaux, et notamment le PPCR, le programme pilote pour la résilience climatique, a été mis en œuvre depuis, ça a été comment on appelle, son élaboration a commencé depuis les années 2008-2009. Au Niger, ça a commencé au début 2011. Et ce programme pilote, on peut le garder à l'esprit que le Niger fait partie des 5 pays simplement africains qui avaient bénéficié de ce programme pilote. Et ce programme pilote, il y a plusieurs bailleurs de fonds qui ont intervenu dedans. Le Niger en a au moins 3 projets. Et donc, il y a la Banque mondiale, il y a le Fonds d'investissement climatique, il y a la BAD. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent au niveau des analystes, tant au niveau national qu'au niveau régional, la nécessité de la mise à l'échelle de toutes les bonnes pratiques qui ont été capitalisées à travers la mise en œuvre de ces programmes pilotes-là. Pour vous dire qu'effectivement, que vraiment, le Niger regorge beaucoup de capital d'expertise, mais le Niger n'est pas le seul. Le Niger n'est pas le seul, on le reconnaît. Les autres États membres. Bien sûr. D'accord. Alors, quand nous voyons un peu le portefeuille de cette commission, il en existe 17 pays qui sont membres de cette commission. Et parmi ces pays, on retrouve des pays côtiers comme mon pays, le Bénin, comme la Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui explique leur appartenance à cette commission climatique? Merci. Ça, c'est vraiment une question très pertinente et l'occasion que vous nous donnez pour mieux expliquer à l'opinion. Vous le savez, en fait, à l'origine, au début de l'enclenchement du processus, cette question a été vraiment mise sur la table. En fait, le Sahel climatique, c'est un nouveau concept qui vraiment, les défis auxquels nous étions confrontés, nous a été imposé. Parce que tout simplement, vous savez, quand on dit au Sahel, ce que l'opinion garde, c'est le Sahel géopolitique. Quand on dit géopolitique, le plus ancien, c'est le SILS. Après le SILS, l'avènement des défis émergents, notamment sécuritaires, ont expliqué la création en fait du G5 Sahel. Mais le Sahel climatique était toujours là. Il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière. Le Sahel climatique, en fait, nous sommes basés pour baliser cela sur une étude de l'OCDE qui balise en fait sur tout cet espace qui va du Cap-Vert jusqu'à Djibouti. Et c'est l'ensemble de cet espace-là, c'est presque tous les pays
ou une partie des pays qui est comprise entre les isoètes 100 mm à 600. Maintenant, au-delà de ça, il y a aussi d'autres repères sur lesquels nous sommes appuyés pour faire le choix de certains pays. Notamment, la plupart de ces pays dont vous parlez, notamment le Bénin, nous partageons aussi, et en fait, nous sommes aussi dans d'autres organisations qui sont en lien avec les écosystèmes. Vous prenez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, elle est membre de l'ABN, l'autorité du bassin du Niger. Le Bénin, il est du SILS, il est membre aussi de l'autorité du bassin du Niger. Toutes ces raisons nous ont expliqué à nous dire, si nous avons fait le choix de créer les conditions que la Commission puisse réellement apporter son concours à régler un certain nombre de défis structurels dans le cadre de la mise en œuvre des actions climatiques, il faut fédérer le maximum de pays. C'est ça vraiment qui a expliqué le choix de certains pays qui, de par leur nature, vous allez vous dire à l'esprit que ce ne sont pas des pays sahéliens, mais aujourd'hui le nord du Bénin est sahélien. Si, il y a la désertification qui est vraiment poussée au nord du Bénin. Si vous parlez de la Guinée, je peux comprendre. Et la Guinée, pour la simple raison que c'est un pays frère avec lequel nous partageons beaucoup de défis sur le partage, comment on appelle ça, de nos ressources naturelles, notamment le fleuve Niger, expliquerait le fait que, comme je l'ai dit, pour le cas du Nigeria, pour le cas de la Côte d'Ivoire, c'est ça qui explique. En fait. Mais il n'y a pas le Togo, par exemple, dans cette commission? Effectivement, vous savez, ça c'est une question très délicate, parce que ce qui s'est passé pour le Togo, ce n'était pas un oubli. Pour la simple raison même, la première réunion que nous avons organisée à Niamey, nous avons créé les conditions que le Togo y soit, parce que c'était couplé avec la réunion qui s'est organisée sur les questions de désertification. Mais ce qui s'est passé par après, l'oubli était au moment même de la phase de lancement du rapport diagnostic qui avait expliqué l'élaboration du plan d'investissement climat. Et après, ce qui s'est passé, nous nous sommes réunis et il était question maintenant de créer les conditions de rattraper cela. Mais le rattrapage, vous le savez, comme c'est une affaire d'intégration de pays, il y a l'aspect politique, il y a aussi l'aspect stratégique. Il faut tout un processus. Il y a tout un processus. Ce n'est pas seulement le Togo. Nous avons une pensée aussi pour la Guinée-Bissau. Mais c'est dans l'agenda, on va créer les conditions vraiment, de créer les conditions de pouvoir mettre ces deux pays frères avec lesquels nous partageons beaucoup de défis, partageons beaucoup d'histoires. Et donc surtout que nous partageons aussi les mêmes mécanismes d'intégration régionale. Donc le problème ne se pose pas, c'est sur la table. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que la Commission climat pour la région du Sahel est peut-être une structure budgétivore de plus? Je ne pense pas. Parce que vous le savez, d'abord, concédez quand même à ceux qui ont eu l'idée de créer cette initiative régionale, que c'est à eux qui revient la responsabilité, l'imputabilité des aspirations des peuples. C'est nos chefs d'État. Et les chefs d'État, s'ils ont décidé de créer cette commission, la première des choses qui doit venir à l'esprit, c'est qu'il s'est apparu important et nécessaire d'avoir une telle initiative. Deuxièmement, regardons la gouvernance de la commission. La commission, afin de créer les conditions d'assurer un certain plus-value, avantage comparatif relatif à sa création, il était question de créer une gouvernance beaucoup plus adaptée, cohérente, qui ferait en sorte qu'il n'y ait pas de duplication avec les autres institutions qui sont déjà là. Nous sommes une initiative régionale qui aborde seulement les questions de notre contribution sur tout ce qui est coordination, suivi et plaidoyer. Il y a d'autres entités régionales, sœurs, notamment, je cite la Grande Muraille, qui est même dans l'opérationnel. L'ABN est dans l'opérationnel. Le SILS est dans l'opérationnel. Mais nous, on contribue en rapport avec toutes ces institutions pour créer les conditions de faciliter une meilleure synergie de la mise en œuvre, tant de l'identification, la mise en œuvre et la mobilisation des ressources. Donc, pour vous dire que franchement, chacun a ses limites d'action. Et ensemble, nous allons créer les conditions de gagner le pari de la mise en œuvre de l'accord de Paris au Sahel. Vous avez une très grande responsabilité en tant que coordonnateur régional de cette commission, à vous entendre. Alors revenons-en à cette réunion, à cette assise de haut niveau que vous avez organisée ici, les 9 et les 10 août 2021, qui concerne les experts Point Focaux Changement Climatique et Fonds Vert Climat. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de cette réunion de haut niveau? Ce qu'on peut retenir en fait de cette réunion, c'est que je profite de l'occasion pour vraiment saluer l'ensemble des experts qui étaient présents ici,
qui ont répondu à et puis les autres aussi, pour des contraintes de dernière minute logistique, n'ont pas pu se présenter, mais quand même, ils nous ont fait bénéfice de leur disponibilité à travers le canal virtuel. Pour revenir sur votre question, madame, on peut retenir en fait que la réunion a permis quand même d'atteindre presque tous ces résultats qui étaient attendus. Notamment, les experts ont pu s'accorder ensemble pour identifier l'ensemble des défis auxquels les différents pays sont confrontés dans le cadre du processus de révision de nos contributions nationales des CDN. Vous le savez très bien, ces CDN, c'est les contributions déterminées au niveau national qui, auparavant, c'était les CPDN. Les CPDN, en fait, c'était en 2015, il était question pour aller dans le cas de la préparation et l'adoption de l'accord de Paris, il a été demandé à tous les pays partis de la communauté internationale de préparer des documents stratégiques qui engagent ces pays-là, à travers lesquels les pays, tout en expliquant comment est-ce qu'ils doivent, ils entendent conduire en fait leur politique climatique pour renforcer la résilience de la population, ils sont aussi appelés à expliquer à la communauté internationale comment ils sont prêts à contribuer à l'effort global de réduction des émissions de gaz à effet de serre. À l'époque, tout le monde savait l'urgence qui avait conduit en fait le processus à l'adoption de l'accord de Paris et aussi l'élaboration de ces documents stratégiques. Après, l'agenda de ces CDN a retenu une révision de ces CDN au moins sur les 5 ans. Okay. Nous sommes dans cette fourchette, opportunément à quelques mois de la COP26. Donc il était question pour nos pays de se lancer de ce processus-là. Il n'y a jamais un processus qui n'a pas de défis. Et le défi auquel nos pays étaient confrontés, effectivement, vous le savez très bien, ce n'est pas tous nos pays qui ont pu être au rendez-vous du dépôt en fait, de ces CDN-là. Donc, nous avons saisi cette occasion pour réunir nos experts afin d'apprécier pour voir où est-ce que nous en sommes par rapport à ça. Et sur ça, effectivement, l'essentiel des défis était relevé par les experts. Ils sont accordés sur un agenda du défi, ils sont accordés sur des priorités aussi qui doivent être retenues dans les différents CDN. Parce que, comme vous le savez, cette génération de CDN a sa spécificité parce que tout est parti pour que presque tous les mécanismes multilatéraux qui financent nos pays, qui appuient nos pays, s'accordent à ce que ces CDN puissent être les cas de référence de leur appui. Donc, il est important pour nous qu'on s'accorde que ces CDN soient à la fois cohérentes à nos politiques publiques et aussi cohérentes à la vision et aux procédures et comment on appelle de nos différents partenaires multilatéraux et bilatéraux. D'accord. Alors, vous venez d'expliquer un tout petit peu ce qu'on peut retenir des CDN. Revenons à l'accord de Paris qui a été adopté d'une manière historique, compte tenu aussi de l'offensive diplomatique des Français dans le temps en 2015. Est-ce qu'il n'y a pas une vitesse sur l'adoption de cet agenda? Est-ce que tous les pays ont pris soin d'étudier, de lire, de comprendre exactement le contenu de cet accord avant d'aller à l'adoption? Bien sûr, ça, je peux vous le dire que, franchement, comment on appelle ça, la dynamique du suivi des négociations en lien avec l'accord de Paris, tout ce qui a été précédé, nous pouvons le dire, avec toutes les difficultés quand même que nous connaissons dans les cadres de négociation. Quand on dit négociation, ce n'est pas évident. Et surtout que la spécificité de négociation qu'il manque, c'est que ce n'est pas une négociation entre pays. C'est entre groupes. C'est un groupe. C'est entre groupes. Il y a le groupe G77 plus la Chine, il y a le groupe l'Union européenne, et il y a ainsi de suite. Bien sûr, mais dans le groupe même, il n'y a pas une certaine homogénéité. Parce que le G77 plus la Chine, il y a le groupe africain dedans, il y a le PMA dedans, il y a la Chine dedans, il y a le Brésil. Mais toujours est-il qu'il faut comprendre quand même que le processus qui a conduit à l'adoption de l'accord était vraiment un processus qu'on ne peut pas reprocher une certaine inclusivité. Par contre, ce qu'il y a lieu de dire, il faut saluer quand même l'accord de Paris. Parce que c'est la première fois que nous avons eu un instrument juridique universel qui lie tous les pays, quel qu'en soit votre niveau de vie. À la différence quel qu'en soit leur pouvoir économique. Tout à fait. À la différence, en fait, du protocole de Kyoto. Qui est contraignant. Oui, il est contraignant, mais pas sur les pays en voie de développement, effectivement. D'accord. Alors, est-ce qu'en allant à la COP26 maintenant, comment comptez-vous défendre les États membres de votre commission? D'abord, la précision que j'aimerais apporter, notre commission n'est pas un groupe de négociateurs. Mais notre commission, en fait, les pays membres de la commission font partie du groupe africain. Et donc, à l'échelle de nos pays comme à l'échelle de la commission, nous sommes solidaires à la position du groupe africain. Et dans les rangs de nos pays aussi, ceux qui sont membres
des pays les moins avancés aussi restent solidaires à la position des PMA. Maintenant, cette nouvelle donne pour la COP, ce qu'on doit saluer, c'est que la présidence du G77 plus la Chine est assurée par un de nos pays frères qui est la République de la Guinée. Donc nous avons un devoir non seulement d'être fidèles en termes de soutien à ce pays frère pour la conduite en fait de la position du G77 plus la Chine, mais aussi de créer les conditions de maximiser plus d'atouts que vraiment cette nouvelle charge qu'un de nos pays frères de la Commission vient d'avoir. Et donc, il sera question effectivement de s'assurer que la position africaine reste unanime avant, pendant le déroulement de la COP, et créer les conditions qu'il y ait un soutien de l'ensemble des pays africains pour pouvoir soutenir la Guinée dans cette nouvelle mission. Parce qu'en soutenant la Guinée, c'est la commission Kilma que vous soutenez, parce qu'aujourd'hui, c'est la commission Kilma pour la région du Sahel qui assume le leadership en fait, à travers la Guinée de la conduite de ce grand groupe-là. Alors, Monsieur le Conseil spécial du climat, vous savez, tout comme moi, qu'à la COP de Madrid en 2019, l'article 6 a bloqué pratiquement les négociations. Alors, est-ce que, puisque vous parlez de voix de l'unanimité au niveau des décisions, au niveau du groupe Afrique, c'est la bonne précision. Alors, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui à la COP 26 pour dépasser cet état, pour vraiment mettre en vigueur l'accord de Paris? Vous savez, madame, franchement, c'est vrai, ça fait 5 ans bientôt, ça fait 5 ans que l'accord de Paris est adopté. Et comme vous le savez, vous avez parlé de l'article 6. L'article 6 qui fait relatif en fait à tous ces mécanismes de partenariat entre pays partis, entre groupes aussi de pays partis. C'est le principal article qui cause problème dans le cas de la mise en œuvre. Parce que c'est l'article qui balise les mécanismes de mise en œuvre de l'accord, en termes de financement, en termes de transfert de technologie, en termes de coopération, de transparence, tout. Et comme vous le savez, le climat aujourd'hui, de par son caractère multidimensionnel, fait intervenir certains acteurs qui échappent sous le contrôle des pays sur le plan juridique. Vous prenez par exemple le cas du transfert de technologie. Les brevets, ça n'appartient pas aux États, c'est le privé. On a beau vouloir plaider davantage que les pays du Nord s'accordent pour pouvoir mettre l'accent, accorder plus d'attention pour que nous, pays en voie de développement, qu'on puisse bénéficier, il y a lieu que quelque part, qu'il y ait une volonté politique au plus haut niveau qui mettra en contribution ces grands acteurs qui constituent le secteur privé. Et c'est ça qui pourrait expliquer en fait l'initiative de la réunion qui doit précéder le déroulement même de la COP, le 1er et le 2, notamment le sommet qui a été retenu des grands leaders, où les présidents, les présidents des différents pays partis et les chefs de gouvernement sont attendus afin de se pencher encore sur les différentes questions qui constituent comme les gros dégrèvements sur les négociations. Parce qu'aujourd'hui, il faut se le dire, la situation des négociations telle qu'elle se trouve en termes de blocage dépasse en fait les experts et les ministres. Il faudrait quand même que cette instance... Il faudrait l'implication des chefs d'État. Bien sûr, bien sûr. Il faudrait... Est-ce que vous pensez l'engouement, la motivation de la part de nos chefs d'État? Puisque quand nous allons à la COP, j'ai eu quand même l'opportunité de participer déjà à 3 COP, on remarque que les pays du Nord, les pays développés, portent beaucoup plus leur voix, c'est-à-dire ils arrivent à nous dominer les pays en développement en termes de négociation, en termes de décisions à prendre pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. S'il n'y a pas une défaillance, vous devez quand même comprendre ce qui se passe à la COP. Madame, quand on parle de négociation, on parle de diplomatie. Voilà. Il n'y a pas de dominance en tant que telle. Parce que s'il y a dominance, on allait nous imposer l'accord, on allait nous imposer l'article 6. Mais il faut seulement se le dire. La diplomatie, elle fait place aussi à la concession. La diplomatie doit faire place aussi à la compréhension mutuelle. Si vous voyez tout le temps, l'effort que les pays mettent à tous les niveaux de négociation, tant au niveau des experts, passant par les ministres et les chefs d'État, les négociations, pour vous dire, sur le climat aujourd'hui, l'enjeu du climat fait que les négociations ne se font pas simplement pendant les COP. Les négociations se font à toutes les occasions. Okay. Aujourd'hui, si un chef d'État reçoit un note, il est clair et net que l'agenda du climat est sur la table. Oui. Mais maintenant, la réalité est que c'est quoi? Il faut se le dire.
au même moment que chacun de ces pays ou groupe de pays comment on appelle, est dans une situation où il est clair de pouvoir créer les conditions d'apporter une solution à ce défi-là. Au même moment, chacun de ces pays aussi se rappelle du devoir qui est le sien par rapport aux aspirations de développement de son peuple. Voyez-vous? Donc, en liant ces deux défis-là, ce n'est pas évident que tout le temps qu'une solution sorte de façon automatique. Mais l'espoir que nous gardons, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une idéologie ou une école de pensée, quelle qu'on soit politique ou économique, qui ne reconnaît pas qu'il y a une urgence de créer les conditions d'apporter des solutions louables sur le défi climatique. Et ça, on peut s'appuyer sur ça. Vous vous rappelez très bien, avec le grand retour des États-Unis. Oui. Ça, c'est un grand espoir. Avec l'actuel président Bien Joe sûr. Biden. Et vous voyez, aujourd'hui, l'un des pays hôtes d'armes les deux, la Grande-Bretagne, tout l'engouement aujourd'hui qui a pris le dessus sur sa diplomatie dans le cadre de la préparation de cette COP. Tout ça vraiment, et vous voyez au niveau africain aussi, tout ce qui se fait depuis le 6 avril, vous prenez du Niger jusqu'à l'Union africaine, la hargne sur la diplomatie climatique, tout ça pourrait être à la faveur en fait d'un espoir que les choses bougent. Et on verra. De la situation. Bien sûr, bien sûr. Alors, vraiment, nous avons l'espoir. Puisque nous parlons des défis climatiques, cette semaine, le GIEC a sorti son 6e rapport. Pensez-vous que c'est déjà une bataille perdue de l'avance ou bien il y a quelque chose quand même qu'on peut reprendre? Est-ce que vraiment l'homme est concerné? Est-ce que l'homme a pris conscience de ses actes sur l'environnement? L'homme a pris ses actes, l'homme a reconnu parce que de toute façon, maintenant, si c'est une reconnaissance de fait, c'est vrai que l'homme a pris plus de temps à reconnaître sa part de responsabilité, c'est-à-dire les raisons anthropiques en fait. En matière de dégradation de l'environnement. Tout à fait, parce que ces relations avec l'environnement avaient dépassé en fait la raison. Ça c'est clair, ça c'est depuis quand vous prenez la situation de référence de l'ère pré-industrielle. Ce qu'on peut retenir effectivement de ce 6e rapport, la première des choses, en lien avec le réchauffement, les experts du GIEC ont expliqué que le niveau de 1,5 serait attendu vers 2030 plutôt que 2040. Mais il faudrait préciser, ça c'est à l'échelle mondiale. Okay. Nous en Afrique, on vivait déjà ça. Des études ont montré que au moment où on cherchait à s'accorder à ce niveau, l'Afrique vit déjà un réchauffement qui va vers 3. Qui a même dépassé le niveau. Le niveau. Donc c'est pour cela que pour nous, ce n'était pas une surprise. Eu égard au fait que depuis 5 ans, des engagements ont été donnés par des pays, surtout ceux du Nord, dans le cadre de l'accord de Paris. Mais nous ne disons pas que des choses n'ont pas été faites, mais ça aurait été mieux si l'article 6 avait eu quand même des solutions permettant de mieux aller en termes de fréquence. Bien sûr, bien sûr. Et maintenant, pour nous, on considère que ce rapport doit venir, en fait, renforcer davantage la pertinence de s'accorder ensemble pour avoir une solution par rapport à ce blocage sur l'article 6. C'est notre abri commun que la planète qui est en danger. Et personne, je vous dis, personne aujourd'hui ne peut se dire qu'il est à l'abri. Et donc, c'est pour cela que je pense que ce dernier rapport pourrait être à la faveur aussi d'une meilleure conscientisation, tant au niveau politique qu'au niveau des autres acteurs, le secteur privé, les scientifiques, les peuples, les communautés, tout le monde. Oh, ouais. Monsieur le coordonnateur, avant de mettre un thème à cette émission, je voudrais quand même savoir quel est le lien de votre agenda avec les ODD. Le lien de notre agenda avec les ODD, c'est le lien en fait naturel entre la lutte contre les changements climatiques et le combat pour un développement durable. Vous savez, il y a lieu de noter quand même que spécifiquement, l'agenda des ODD a retenu un ODD spécifique pour la lutte contre les changements climatiques. Par contre, moi, je fais partie de ceux-là qui pensent qu'entre ODD et la lutte contre les changements climatiques, c'est la même chose. C'est la même chose pour la simple raison qu'aujourd'hui, les changements climatiques débordent seulement à la question des solutions qui attraient au capital productif
les questions de l'environnement sectoriel et les questions de la préservation de l'environnement, du capital productif. Mais par contre, les changements climatiques impactent même la vie de l'homme. Et les ODD concourent à un développement durable. De qui? De l'homme. De l'homme dans son ensemble, dans son tout. Et donc, toute action qui pourrait influencer un tel agenda, il faudrait quand même comprendre qu'il y a un défi important là-dessus. Les changements climatiques aujourd'hui ont des défis sécuritaires, des liens de causalité alimentaires, ouais. Des défis politiques. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, des sécheresses peuvent expliquer même des instabilités politiques. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour nous, l'agenda ODD doit être en phase avec toutes les questions de la lutte contre les changements climatiques. Et d'ailleurs, c'est comme ça. Quand vous regardez les ODD, un à un concourent de façon mutuelle à la lutte contre les changements climatiques. Idem aussi pour la lutte contre les changements climatiques. Toute action qui doit concourir à renforcer la résilience des populations, quand vous regardez ça dans sa planification stratégique, doit concourir aussi aux ODD. Donc c'est pour vous dire que sur ça, nous pouvons estimer à travers la mise en œuvre du plan d'investissement climat que notre commission concourt aussi à l'atteinte du développement durable de nos pays et de nos communautés sahéliennes. Alors, sur quelle note d'espoir vous voulez conclure cette émission? La note d'espoir, c'est que pour la région, je peux quand même nous féliciter du fait qu'avec cette nouvelle dynamique forte qui s'entrevoit au niveau de la diplomatie climatique, qu'on peut espérer que le Sahel, en dépit de tous les défis auxquels il est confronté, au-delà même des changements climatiques, pourrait en fait arriver à renverser la tendance et de montrer à la communauté internationale qu'il sera capable de montrer à la face du monde qu'il est possible d'avoir un Sahel résilient à l'horizon pour les prochaines décennies, avec toutes les actions qui sont identifiées à être mises en œuvre. Pour qu'un Sahel résilient voudrait dire un Sahel où la sécurité alimentaire est une vérité, un Sahel où la question des inégalités sociales sur le plan économique et sur le plan même de la dignité en tant que telle, il y a eu des solutions durables. Un Sahel où les défis liés à la migration, les défis liés à la démographie, tout ça ont eu des solutions parce que tout est lié. Un Sahel, pour dire, où le développement durable est une réalité. Bien qu'il y a certaines analystes qui pensent que le développement durable, c'est un horizon. Mais nous y croyons. Créer les conditions pour assurer un bien-être adapté avec la dignité, c'est toujours possible. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Je rappelle que vous êtes également le conseiller spécial climat de la présidence du Niger. C'est bien cela. Bien sûr. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Aujourd'hui, le monde, ou presque, s'accorde sur le fait que les changements climatiques affectent dangereusement l'écosystème global. L'Afrique, le continent qui, malheureusement, est le plus touché, le continent le plus vulnérable à ce virage climatique, commence par prendre conscience des actes à mener pour renverser la tendance, pour permettre à ces populations de vivre dans un environnement sain. J'ai reçu pour vous dans cette émission M. Issifi Boureima. Il est le coordonnateur de la commission climat pour la région du Sahel. Précisément, il coordonne les activités du cadre transitoire opérationnel. Il est également le conseiller spécial climat de la présidence du Niger. Chers internautes, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs de BeneODD TV, merci de nous suivre à chaque instant. À bientôt.